Ne reste pas là à trembler, maman. Quand tu te retrouves seule le soir, allume 2 ou 3 bougies et mets-toi à écrire. Si tu arrives à transformer ta détresse en une œuvre, tu seras sauvée. Écrire, ce sera comme si tu t'élevais soudain de la lourde terre pour t'accorder une autre vie qui te permettra de regarder de haut la première, celle où tu marches aujourd'hui à tâtons, stupide et aveugle. Écrire te rendra inaccessible à la bêtise et à la cruauté du monde. Ils pourront bien te piétiner le corps, te couper l'électricité, vendre tes derniers meubles aux enchères, ils n'atteindront pas ton âme, et au fil des années, tu nourriras ton travail de leur inhumanité. Tu parviendras à énoncer sur le monde quelque chose qu'on ne voit pas et qui nous éclairera sur nous-mêmes. Et il se peut même qu'un jour, adossé à toutes ces pages que tu aurais écrites, tu te réjouisses d'avoir traversé tant de guerres, car sinon tu serais passé à côté de la vraie vie, si dense, si inquiétante, si mystérieuse, qu'on préfère généralement s'en protéger, n'est-ce pas ? Il y a tout, en fait, dans l'écriture. Il y a d'abord mettre des mots sur ce qui est arrivé, ce qui permet de comprendre, parce que je ne connais pas d'autres moyens, en fait, de tirer la pensée que l'écriture. On peut tourner en boucle sur des choses qui nous font infiniment souffrir, et soudain, quand on se met à les écrire, la pensée se met en marche, et à ce moment-là, adviennent des phrases, des scènes qui probablement étaient enfouies dans notre inconscient et qui éclairent et qui illuminent ce qu'on est en train de vivre. En ça, je trouve, l'écriture à la fois nous explique le monde et nous rend intelligents par rapport au monde. Et c'est vrai que très tôt, je me suis demandé comment on pouvait supporter de vivre sans écrire. Évidemment, ça a été une question de survie, hein. Mais ça a eu un coût aussi vis-à-vis de vos frères et sœurs, évidemment. C'est une question de survie, mais c'est une question de nécessité d'écrire. J'ai eu beaucoup de mal à le faire comprendre à mes frères et sœurs. C'est une nécessité. Voilà, je ne peux pas vivre sans écrire. Il n'y a pas de journée où je n'écris pas. Et donc j'ai commencé à 19 ans à écrire. Et puis j'ai écrit plusieurs versions d'un premier roman. Et puis comme j'étais journaliste en même temps à Libération et que je couvrais des événements relativement importants, je voyageais beaucoup, ce texte traînait et j'ai toujours dit que j'écrirais. Et puis enfin, je fais une version de ce texte qui s'appelle « Priez pour nous », qui existe en poche, qui est sorti il y a très longtemps. Je fais une version de « Priez pour nous » et j'étais convaincu, parce que j'ai vraiment écrit ce livre au plus près de moi, j'avais vraiment besoin d'écrire ça. Bon, priez pour nous, pour le dire vite, hein, c'est ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire c'est le regard d'un enfant sur des adultes qui s'effondrent. Donc je raconte en effet ma mère qui se cache sous les meubles pour faire croire qu'elle est morte en pleine nuit, etc., etc. C'est des moments très violents en fait, que j'ai eu beaucoup de mal à formuler. Et j'étais convaincu qu'en écrivant ce texte, j'ai été un peu le greffier de nos souvenirs, le greffier de la famille, puisque personne de mes 9 frères et sœurs n'écrit. Et le texte, tout de suite, d'ailleurs, je l'ai dédié, il l'est toujours, à Chantal, ma sœur aînée, notre sœur aînée, grâce à laquelle on n'est pas devenu complètement cinglé, quoi. C'était elle, notre mère. Elle n'a pas beaucoup d'années de plus que moi, mais elle s'occupait de nous quand on était dans la HLM, tandis que maman était au lit en train de pleurer ou à l'hôpital. Donc il y avait quelqu'un qui tenait debout, c'était ma grande sœur. Donc j'écris « Priez pour nous », je lui dédicace, c'est marqué à Chantal. Et puis, je l'envoie à mes 9 frères et sœurs en pensant qu'ils vont beaucoup aimer mon texte. Et c'est effrayant à ce moment-là. C'est vraiment effrayant, quoi. C'est-à-dire que
C'est même pas qu'ils ne l'aiment pas, quoi. C'est qu'ils disent que ce livre est un torchon, que je vais tuer nos parents. Et de façon tout à fait normale, mon frère aîné, qui nous a un peu élevés avec ma sœur aînée, ils formaient un petit couple, c'était assez marrant, dans les HLM, et puis même dans les années qui ont suivi, un petit couple de d'abord 15 ans et 14 ans, puis c'est ma sœur la plus âgée, puis 16 ans et 15 ans, et pour nous c'était nos parents, c'était des gens qui tenaient à peu près la route, tandis que notre mère n'était pas là et que mon père rentrait à minuit, parce qu'après les aspirateurs il a vendu des éponges chez Spontex, après des éponges il a vendu de l'huile pour moteur, après l'huile pour moteur, il a vendu des bonbons du Chat Gourmet. Enfin, vous voyez, donc il était toute la journée à faire du porte-à-porte, il n'était jamais là. En plus, je pense qu'il ne préférait pas rentrer parce qu'il n'avait pas envie de croiser notre mère. Et donc, nos parents, c'était Chantal et mon frère. Et de façon très naturelle, mon frère aîné m'écrit au nom de tous les autres en disant si tu publies ce livre épouvantable, on ne te reverra plus jamais, ni toi ni tes enfants. Et j'avais à l'époque 2 enfants de 6 ans et 3 ans. Et j'ai pris la décision durant l'été de publier. Et je pense que j'ai eu raison. Je pense que je ne sais pas quel homme ni quel père j'aurais été si je m'étais sacrifié pour mes frères et sœurs. Donc je ne me suis pas sacrifié. Dans ma façon d'écrire, dès 19-20 ans, j'ai encore plein de textes qui ne seront jamais publiés, mais que j'ai. Le souci est toujours d'être extrêmement juste par rapport à ce que je pense et ce qui me traverse. De jamais tricher, de jamais être faux. Parce que ce n'est pas possible d'être faux. Voilà. Donc je pense que tout mon travail, à travers tous mes livres, et celui que je suis en train d'en finir en ce moment, même si c'est très blessant pour moi-même, j'essaie toujours de dire les choses. C'est ça qui est intéressant, c'est de parvenir à dire l'indicible, à exprimer l'indicible, c'est-à-dire des choses qui nous traversent, mais que personne n'osera jamais dire. Quand j'écris par exemple Vertige sur l'intimité d'un couple, j'essaie de dire vraiment qu'est-ce que c'est l'intimité d'un couple, qu'est-ce que c'est l'intimité d'abord. Et qu'est-ce que c'est s'aimer? Et qui on aime quand on dit je t'aime? Et etc., etc. C'est-à-dire d'être au plus près de ce que l'intelligence permet au moins d'appréhender et de formuler. Et donc, ça, c'était le désaccord fondamental quand j'ai retrouvé mes frères et sœurs. C'était de dire, mais j'écris, vous voyez bien que c'est absolument nécessaire pour moi. Et là, ils se sont excusés. Et ils m'ont dit, il y avait quelque chose d'incompréhensible au départ dans notre histoire par rapport à la tienne. Il nous a fallu 30 ans pour comprendre que c'est pas parce qu'on est 10 enfants que chacun n'a pas son enfance propre. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 9 qui peuvent interdire au 10e d'écrire s'il a envie d'écrire sur son enfance. C'est un droit. C'est un droit, on n'y peut rien, on la partage à 10. Et de toute façon, mais ça c'est un poncif, je ne vous fais pas de dessin, mon enfance est bien différente de celle de ma grande sœur et de celle de mes petits frères et sœurs. Donc on aurait pu se mettre tous les 10 à écrire et ça aurait donné 10 romans très différents de toute façon. Mais malgré tout, il leur a fallu toutes ces années pour l'admettre. Et alors très symboliquement, et après Stéphanie, je vous rends le micro, très symboliquement, je leur ai dit, quand j'aurai fini d'écrire Nous étions nés pour être heureux, parce que vous vous doutez bien que je vais écrire sur le fait que vous êtes revenus. Puisque j'écris sur tout, de toute façon, donc c'est ça qui est emmerdant, hein, c'est vrai. C'est-à-dire que dès que je tombe amoureux, j'écris un livre, dès qu'on se sépare, j'en écris un autre. C'est pas très agréable pour les autres, c'est sûr. Hein. C'est sûr, mais en fait, j'essaie quand même de changer les noms.
Est-ce que je peux vous poser peut-être une dernière question avant que le public éventuellement ait envie de réagir, mais c'est par rapport à la génération suivante, à la génération qui suit. Quel chemin tout ça prend-il à la génération qui suit? C'est-à-dire aussi, comme père, quand on est quand même occupé à essayer de comprendre et digérer sa propre histoire, comment on fait on est toujours un peu occupé vers le haut, occupé vers la génération qui suit aussi. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire un mot. C'est une question essentielle et très profonde. Si nous étions là tous les 10 ce soir, donc on est 6 garçons et 4 filles, tous on dirait que c'est extrêmement dur pour nos enfants ce qui s'est passé, tous. Je dis ça parce que ensuite il faudrait distinguer chaque cas. Je suis le seul à écrire. J'ai 4 enfants. La question d'être enfant, d'écrivain, c'est en soi une question qui ne concerne pas mes 9 frères et sœurs. Mais on a tous essayé d'être des parents vraiment bien. On a tous essayé de faire au mieux, et on a tous très partiellement raté. Et on le sait. C'est très compliqué d'être parent quand vous n'avez eu aucun modèle, en fait. Bon. Un enfant ne dit jamais ce qu'il pense des livres qu'écrit sa mère ou son père, je pense. Et le mieux est probablement de ne pas les lire, ouais. Je sais pas, parce que en même temps, on est très ambivalent. Moi, j'aurais adoré lire des choses écrites par ma mère ou par mon père, et ils nous ont rien laissé, donc je ne sais pas du tout ce qui les a traversés pendant toutes ces années. Aucun texte, rien. Donc voilà, moi je leur laisse 8000 pages, et ils sont à saturation, je crois. Ça, c'est du cadeau. Ils diront ça quand je serai mort.